Est-ce que tu connais la probabilité d'obtenir un carré au poker? Bah moi, ouais. Et je peux te le prouver avec Python. Et c'est ce que je te propose de faire aussi. Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo sur la présentation du module NumPy. Cette fois-ci, on passe à la pratique avec un exercice d'application concret. Tu vas apprendre à calculer des probabilités au poker grâce à NumPy. J'ai préparé une fiche d'exercice complète et guidée, dispo dans la description, que tu peux suivre pas à pas. Et dans cette vidéo, je te propose la correction détaillée. Ce que je te propose, c'est de mettre sur pause la vidéo, de faire l'exercice de ton côté et de revenir vers la vidéo quand tu auras fini ou si tu as des problèmes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne car ce genre de vidéo prend beaucoup de temps à faire. Allez, moi je te dis, c'est parti. Allons-y, commençons le projet. Donc première question, installer et importer le module NumPy. Donc c'est très simple. Vous allez ouvrir un terminal et s'il n'est pas installé, vous allez faire un pip install NumPy. Comme ceci. Moi ça ne fait rien parce que mon module est déjà installé, mais vous s'il n'est pas installé, ça l'installera. On va donc importer notre module en faisant un import NumPy has np. Cela permettra que quand on appelle notre module, juste on utilise np et pas NumPy, ce qui permet d'écrire moins. Voilà, on est des flemmards. Ensuite, on nous demande de définir un tableau de jeu contenant les cartes de 1 à 13, 1 pour le 1 jusqu'à 13 qui correspond au roi, avec 4 occurrences de chaque valeur parce qu'on a 4 couleurs, pique, trèfle, cœur et carreau. Allez, on fait ça tout de suite. On va donc créer une variable couleur qui va contenir les cartes de 1 à 13. Donc pour cela, on va faire un couleur. Donc je vais y arriver comme ceci, qui va être égal à un np.arange. Arange, comme on l'a vu à la vidéo précédente, va permettre de créer un tableau avec une valeur de départ, une valeur d'arrivée et un pas. Donc on va faire une valeur de départ qui vaut 1 jusqu'à 14, parce qu'elle n'est pas comprise, donc ça va s'arrêter à 13, avec un pas de 1. Notre jeu de cartes, c'est 4 fois cela, parce qu'on a 4 couleurs. Donc on va créer une variable jeu initial qui va contenir les 4. On va donc utiliser une fonction de NumPy, il y en a plusieurs qu'on aurait pu utiliser, mais on va faire concatenate avec nos 4 fois notre couleur. Parce que on a 4 couleurs, comme je l'ai dit. Ok. Par exemple, je peux print, donc afficher dans la console mon jeu initial. Et si je lance le programme, on obtient bien un jeu avec 4 couleurs différentes. C'est parfait. Question 3. Mélanger le jeu de cartes à l'aide de fonctions NumPy. Donc là, faut le savoir, pour mélanger notre carte, on va utiliser la fonction permutation. Donc cette fonction, elle ne va pas directement modifier une variable, mais elle va nous renvoyer le tableau modifié. Donc on va créer encore une nouvelle fois une nouvelle variable, mais c'est pas obligatoire. Et on va faire un np.random, pas comme ceci, .random.permutation. Et là, on va mettre notre tableau jeu initial. On peut refaire comme tout à l'heure, on peut afficher pour voir si ça marche bien. On va afficher notre jeu et on va lancer. On voit que le tableau est complètement modifié. Et je peux relancer plusieurs fois. Et chaque fois, ce sera différent. Donc on a réussi à créer un jeu complètement aléatoire. Question 4. Créer une variable main contenant 5 cartes du jeu initial. Et on pourra l'afficher pour vérifier que cela marche bien. Donc, dans le poker, vous le savez peut-être, mais les mains se font à partir de 5 cartes. Vous pouvez faire des combinaisons que de maximum 5 cartes. Par exemple, la couleur, c'est 5 cartes, la suite, c'est 5 cartes, etc. Donc, on va créer encore une variable qu'on va appeler main, et qui va être égale à jeu, et on va prendre les 5 premières cases. Donc, pour cela, on va faire de 0.5. Donc, ça va aller de 0 à 4, parce que la deuxième valeur n'est pas comprise. Encore une fois, on peut print la main, et lancer pour voir qu'à chaque fois c'est différent. Question 5. Créer un tableau comptant le nombre d'apparitions de chaque valeur dans la main comme sur l'exemple 6 juin. On voit que quand on passe un tableau main comme on a créé tout à l'heure, ça va nous renvoyer un output qui va compter le nombre d'occurrences de chaque chiffre. Par exemple, dans ce cas-là, on va avoir 5 valeurs différentes, donc ça va nous renvoyer 5 1. Dans le deuxième exemple, on a 2 9. Dans ce cas-là, ça nous renvoyait 3 1 parce qu'on a 3 valeurs uniques et un 2 parce qu'on va avoir 2 valeurs identiques.
Donc avec NumPy, vous en doutez bien, il existe des fonctions pour tout faire, comme pour compter le nombre d'occurrences d'un certain chiffre dans un tableau. Cette fonction, on l'appelle bitCount. Donc je vais faire un print pour vous montrer de np.bitCount. Entre parenthèses, on met notre jeu main et on regarde le résultat dans la console. On voit qu'il a bien compté le nombre d'occurrences. On a 0 fois le 1, 0 fois le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a un 8, un 9, un 10. Et là, on a un 13 et un 12. Déjà, on a notre première partie. On a réussi à compter le nombre d'occurrences de chaque chiffre. Or, si on compare avec notre tableau, on avait les zéros déjà n'étaient plus là et c'était trié dans l'ordre croissant. Donc pour cela, c'est simple à faire. On va d'abord trier dans l'ordre croissant. Donc on va faire un np.sort de ça. Donc vous pouvez le voir qu'on a mis une fonction dans une fonction. Donc d'abord, ça va compter. Ce résultat-là, ça va le trier et ça va l'afficher. Donc regardez, si on fait ça, ça l'affiche bien dans l'ordre croissant. Et maintenant, on peut retirer les zéros avec la fonction trim0. Donc là, je vais faire un np.trim0 de ce qu'il y a entre parenthèses, Donc je vais répéter pour bien que vous compreniez. D'abord, ça va compter le nombre d'occurrences avec cette fonction. Ce résultat, ça va le trier. Et à la fin, ça va retirer tous les zéros. Je lance mon programme. Et on a bien le résultat attendu. Ceci, on peut créer une variable output. Voilà, output. Comme dans l'exemple précédent, pour le stocker. On peut retirer ces parenthèses-là qui ne servent à rien. Et on est bon. Question 6. Pour chaque tableau, on va devoir lui associer un code unique pour pouvoir les comparer. Parce que comparer des tableaux qui n'ont pas la même taille, c'est impossible. Et ça risque de faire des erreurs. Donc pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la truc 1, 1, 1. Ça, c'est qu'on n'a que des cartes différentes. Donc, on n'a rien, on n'a pas de paire, on n'a rien. Donc ça, que des cartes différentes. Oh, je vais y arriver. Par exemple, on a un autre tableau possible. 1, 1, 1, 2. Et là, ça veut dire qu'on aurait une paire. Ainsi de suite. Et pour pouvoir bien les comparer, il va falloir associer à chaque tableau un code unique. Donc faire une opération sur les tableaux permettant d'obtenir un code qui soit unique pour chaque tableau. Vous pouvez réfléchir par vous-même, je ne sais pas si c'est très clair, mais moi j'ai un code unique que j'ai trouvé. Il en existe une possibilité infinie. Par exemple, moi ce que j'ai décidé, c'est d'avoir un output qui serait égal à np.sum, donc faire la somme de chaque tableau au carré. Donc je vais faire un output fois output. Ok, exemple très simple. Je vais faire un print de mon output. Par exemple, dans ce tableau-là, on a une seule paire, ça va lui associer le code 7. Dans ce tableau-là, il n'y a aucune paire, donc ça lui associe le code 5. Et vous pouvez faire le calcul pour chaque combinaison possible, ça fera quelque chose de différent. Donc ce sera hyper simple de comparer les différentes possibilités. Cela nous permet d'éviter les erreurs sur la taille des tableaux. C'est assez inconvénient. Question 7. Définir les variables principales, notamment n, pour représenter le nombre de répétitions, ainsi que pour chaque type de main. Donc ça, c'est pas très compliqué. On va créer une variable n qui est le nombre de répétitions. Je sais pas, on peut mettre ça à 10 000. Et le nombre de variables associées à chaque possibilité. Je vous donne un exemple. J'ai tout copié et collé pour éviter d'écrire moi-même. Nombre carré égale 0, nombre de foules, nombre de volants, nombre de double paires et nombre de paires. À chaque apparition de différentes possibilités, on pourra incrémenter 1 à la variable correspondante. Question 8. Créer une boucle principale qui répétera tant que le nombre de carrés est inférieur à 15. Donc là, pour cette question, en fait, vous êtes assez libre. Parce que tout à l'heure, on a créé une variable n qui correspondait au nombre de répétitions. Donc soit vous faites une boucle for n pour que ça répète jusqu'à qu'on atteigne n, ou sinon, on va faire, comme on va le faire maintenant, une boucle while qui permettra de continuer notre programme tant que le nombre de carrés est inférieur à 15, par exemple. Plus cette valeur sera élevée, plus la concordance avec les valeurs du tableau seront importantes, parce que c'est logique. Si vous lancez une pièce deux fois, à tout moment il peut y avoir 100% de pile, ce qui ne reflète pas du tout la réalité.
Mais si vous le faites un nombre de fois énorme, cela va se rapprocher des 50%. Et c'est la même chose dans ce cas-là. C'est des maths. Donc, revenons à notre programme. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous faites un for i in range n, comme ceci. Mais moi, je ne vais pas le faire. Ou sinon, vous faites un while nb carré, parce que le carré, c'est plus dur à avoir, et inférieur à 15, vous répétez. Donc, ce qu'il faut mettre maintenant dans notre boucle, c'est simple, c'est la création de notre main, voilà, qui sera différente à chaque itération de la boucle, de créer la variable output qui associe à la main un code unique, et d'incrémenter les variables ici selon le résultat. Donc, ceci, ça se répète pas, ça doit rester toujours les mêmes. C'est la variable jeu qu'on va mélanger notre jeu initial, et notre main, on prend les 5 premiers éléments. Le printement, on s'en fout un petit peu. Le output, on va le remettre dans notre boucle, comme ceci. On va y arriver. Le print aussi, on s'en fout. Ça, je vous le laisse en dessous. Et maintenant, on va juste faire des conditions sur le output. Et sur le résultat output, on va incrémenter la bonne variable. Comme dit précédent, s'il y a une seule paire, le code, ça va être 7. Donc je vais faire un if output égale 7. Là, je vais incrémenter 1 au nombre de paires. Donc je vais faire nb paire plus égale 1. Et ça, on va le faire pour chaque type de possibilité. Comme je l'ai dit précédent, vous pouvez le calculer vous-même. Voilà, c'est très simple, vous faites la somme des carrés. Mais moi, je vais juste faire un copier-coller, comme ceci. Et comme ça, j'aurai toutes les possibilités, ça va aller plus vite. Donc bam, on a des petits espaces. Oui, ça ne change rien. Et là, on est bon. La dernière étape, ça va être d'afficher les probabilités dans la console et de les comparer avec ce tableau-là. Donc très simplement, on va afficher toutes nos probabilités. Par exemple, si je vais afficher le nombre de carrés, ça va être très simple, je vais faire un print f. Donc il y a plein de façons de le faire, mais print f de nombre carré. Là, je mets des crochets, c'est la notation en Python avec le print f. Et dedans, je mets ma variable, ça va être output. Pour mettre un pourcentage, on fait x100 divisé par le nombre de répétitions. Or, dans ce cas-là, j'ai oublié d'incrémenter la variable de la répétition, c'est ma faute. On va mettre n égale 0, et à chaque itération de la boucle, on va faire n plus égale 1. Comme ça, on va avoir le nombre de répétitions de notre boucle. Donc là, je mets tout ça sur n, et je peux lancer le programme. On obtient une probabilité de 0.027. On va comparer avec le tableau, et on avait une probabilité de 0,024. Ça se rapproche assez fortement quand même. On peut faire la même chose avec toutes les autres variables. Regardez, je vais copier et coller, toujours avec la même logique. Lancer mon programme comme ceci, et obtenir toutes les probabilités. Regardez, cette fois-ci on obtient bien 0,24. Et par exemple, si on prend le pair, on va obtenir 42,2. Si on compare, on avait 42,2. Donc vous voyez bien que ce programme en Python permet de calculer les probabilités. Je trouvais cet exercice assez intéressant, ça permet de toucher à plein de choses sur NumPy, de montrer aussi la puissance du module. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur NumPy et sur Matplotlib. Je vous dis à la prochaine, à plus.